Sabanlaï vous présente un extrait de Je voulais vivre d'Adélaïde de Clermont-Tonnerre. Le poids d'un crime. Siège de Maastricht, juin 1673. En sueur, D'Artagnan se redresse. Face à lui, la lumière des flammes fait danser quelques instants encore le visage de cette femme aux yeux clairs, dont la plainte l'a réveillé en sursaut. Il chasse de la main ce spectre et le souvenir d'un jugement qui, malgré les 45 années écoulées, s'invite encore dans ses nuits. Au loin, il entend des hommes chanter la guerre et le vin qui guérit. Un cheval hennit à plusieurs reprises. Il appelle sans doute à un congénère qui n'est pas revenu de l'affrontement, particulièrement rude de la veille. Pour cette courte nuit, D'Artagnan s'est endormi tout armé sur son lit de toile. Il se tient prêt, au cas où l'ennemi assiégé tenterait une sortie. Il sent peser sur lui un regard et se retourne. Philippe de Saint-Chamas inquiet l'observe en silence. « Toujours ce même cauchemar ?» demande le jeune homme. « Toujours. » La tente sent le feu de bois, le cuir et la sueur. D'Artagnan se lève. Quoique svelte, il n'a plus le matin l'allant de ses jeunes années. Et sous son uniforme, les 100 blessures auxquelles il a réchappé se font entendre en un chœur unanime. Ses tempes ont blanchi, sa barbe aussi. Si l'œil reste vif, la main comme la jambe assurée, l'expérience pâlit le souffle parfois plus court et la résistance amoindrie de ses muscles. D'Artagnan connaît ses faiblesses, comment les contourner, si bien qu'il demeure invaincu sur le champ de bataille, où, sous le feu ennemi, il semble s'alléger du poids de l'âge. Il fait quelques pas, écarte le tissu de leur abri pour scruter le ciel. Le soleil ne teinte pas encore de pourpre l'horizon, et une nuit sans lune fait peser sur le camp une impression de calme. Il revient se poster près du feu. Sur le visage du capitaine des mousquetaires, le temps a creusé des sillons qui inspirent, comme l'exercice toujours généreux de son autorité, le respect de ses hommes. Pas un n'ignore les exploits de leur chef. Parmi les soldats et les officiers qui lui vouent une sorte de culte, nul n'est plus fidèle que son aide de camp, Philippe de Saint-Chamas, 21 ans tout juste, dans les traits duquel le vieux mousquetaire retrouve beaucoup de ce qu'il a été. Intrépide, sentimental, mais aussi rusé, Philippe ne l'a, jusqu'à présent, jamais déçu. D'Artagnan aime son regard franc. Pas une ombre ne trouble les yeux mordorés du jeune homme qui, malgré sa petite taille, se montre face à l'adversaire d'une agilité étonnante. Il est en revanche susceptible. Philippe se cabre devant l'injustice et se montre prompt à la révolte. Mais le capitaine, qui connaît bien ses tempéraments, a su gagner son cœur. Malgré l'obscurité qui les entoure encore, il est vain d'espérer se rendormir. Il s'assoit donc à même le sol et détaille, sur le billot de bois qui leur sert de table, quelques morceaux de leur pain de munition. Ils y ajoutent de la viande séchée si coriace qu'il faut la couper en tranches très fines pour espérer la ramollir dans le bouillon que Philippe vient de réchauffer. Les deux hommes se connaissent trop pour se contraindre à la conversation, et ils se seraient restaurés en silence si le jeune homme n'avait cédé à une curiosité qui le brûle depuis plusieurs semaines. Capitaine, je vous ai souvent admiré sur le front. Je vous dois même la vie depuis qu'il y a un mois vous m'avez tiré, vous seul, d'un fort mauvais pas. Nul ne peut vous égaler en bravoure ni en habileté. Et à vous voir sans peur face à de tels dangers, je m'étonne de ce songe qui, presque chaque nuit, vous effraie plus que la mort. Me le conterez-vous ? D'Artagnan, surpris que son aide de camp, de nature réservée, s'enhardisse à une telle demande, reste un moment silencieux. Mais en observant le visage sincère et plein de sollicitude de son second, il comprend ce qu'elle comporte d'affection. C'est, mon jeune ami, qu'il ne s'agit pas d'un songe, mais d'un souvenir. Un souvenir si terrible à raconter que j'aurais de la peine à charger votre âme de ce récit. Et moi, je voudrais en alléger la vôtre, puisque nous partageons ces nuits sans sommeil où notre conversation peut, à tout instant,
s'interrompre pour de bon. Pourquoi ne pas me faire cette confiance? D'Artagnan se tait. Il semble revisiter toute sa vie. Telles des étoiles filantes au ciel de sa mémoire, des silhouettes, des regards, des sourires surgissent pour s'évanouir aussitôt. Il voit ses amis dont, en secret, il pleure la perte. Porthos, mort. Athos, mort. Raoul, le fils d'Athos, mort aussi. De leur quatuor qu'il a longtemps cru indéfectible, il ne reste qu'Aramis. En dépit des liens qui les unissaient jadis, le cours sinueux de leur existence, aggravé d'intérêts puissamment opposés, les a éloignés. Aramis, en disgrâce, vit à Madrid quand D'Artagnan a épousé une veuve aimable et riche qui lui a permis de s'établir pour de bon. Elle lui a donné 2 beaux garçons nommés Louis, l'aîné, et Louis, le cadet, un même prénom en hommage au souverain père et fils à qui il doit sa fortune. Il est loin le temps où D'Artagnan quittait sa Gascogne avec pour seul bien son épée et sa fierté. À Paris, il a su gagner la confiance d'une reine, de 2 rois et de leurs ministres. Aux vallons pauvres et splendides de sa terre natale ont succédé les tranchées de La Rochelle, d'Arras et de Perpignan, puis les parquets du Louvre et de Versailles. En 40 ans, les Huguenots ont été chassés du pays, les Espagnols humiliés, les nobles frondeurs soumis. D'Artagnan possède désormais un hôtel particulier qui a été atteint, une charge enviable, des terres par sa femme et nombre d'ennemis qui constituent, plus que tout le reste, le signe de sa réussite. Bien qu'excellant à survivre dans les environnements les plus hostiles, le capitaine des mousquetaires s'est pourtant lassé des intrigues qui poussent plus dru à mesure que vous approchez du pouvoir. Il étouffe dans cette atmosphère feutrée où tout sourire cache une trahison et tout cadeau une chaîne. Agir, se battre, servir, voilà pourquoi il est né. Il préfère la poudre des canons à celle des perruques et la chorégraphie des armes à celle des ballets de cour. Il a besoin, surtout, de confronter sans cesse son corps au danger pour faire taire dans son esprit les fantômes obsédants du passé. Est-ce la solitude qui lui pèse depuis trop longtemps? Le calme précaire de cette nuit de juin? Ou le cocon feutré de leur tente au centre duquel le feu, dans sa coupe de bronze, incite à la confidence? D'Artagnan va chercher dans son sac une bouteille d'eau-de-vie, remplit 2 timbales d'étain, en tend une à Philippe, puis se rassoit. Le vieux mousquetaire boit plusieurs gorgées sans mot dire, imité par son aide de camp. Les yeux du jeune homme brillent d'une vague inquiétude lorsqu'il demande: « Que voyez-vous dans ce songe ?»« Je vois une femme aussi séduisante qu'elle est dangereuse. »« Comment s'appelle-t-elle ?»« Oh, elle a bien eu des noms, et bien des masques. Autant d'identités qu'elle s'est créées pour dissimuler ses crimes. Pour ma part, je la nommais Milady. » « Elle était donc anglaise ?» ?»« Elle était toutes les femmes, anglaise ou française, sainte ou diablesse, grande dame ou catin. Milady faisait partie de ces créatures qui incarnent vos rêves avant de peupler vos cauchemars. L'aimiez-vous ? Je l'ai aimée furieusement et haï de toutes mes forces. La haïr ? Pourquoi ? Elle a voulu ma mort. Par 2 fois, elle a failli me tuer. Par 2 fois, un miracle m'a sauvé. Alors, ne pouvant m'atteindre, elle a cherché à me détruire, à travers celle que j'aimais. Une autre femme, un ange, à qui j'avais donné mon âme, la bonté, l'honnêteté et la douceur même. La voix de D'Artagnan se voile. Constance était lingère auprès de la reine Anne. Elle savait tout de sa maîtresse qui lui contait ses secrets. Je n'aurais pas cru qu'une reine puisse se confier à une lingère, s'étonne Saint-Chamas pour qui la cour reste un lieu inaccessible. Les qualités de cœur de Constance lui valaient la confiance de la souveraine. Je l'aimais pour les mêmes raisons. Sa générosité, sa gaieté, sa beauté délicate et pure. D'Artagnan marque à nouveau une pause, les yeux levés vers le ciel avant de les planter dans ceux de Saint-Chamas. Il était impossible de ne pas l'aimer, voyez-vous, impossible. Quant à lui vouloir du mal, un seul de ses regards aurait apaisé le plus enragé des fauves. Personne n'aurait eu l'inhumanité de s'en prendre à elle. Sauf Milady, confirme D'Artagnan dans un souffle.
Frappé par la révélation que vient de lui faire son aîné, Philippe de Saint-Chamas marque un silence. Des scènes se dessinent dans l'imagination fertile du jeune homme. Une femme tuant une autre femme, comment le concevoir? Il essaie de comprendre, et s'aventure sur le seul terrain qui, dans son esprit, peut expliquer une telle monstruosité. Votre milady était-elle jalouse de l'affection que vous portiez à Constance? Aurait-elle voulu éliminer une rivale? Un temps, je l'ai pensé, mais c'était de ma part une vanité de jeunesse. Jamais milady n'a brûlé pour moi de la flamme que j'ai ressentie pour elle. Il a suffi que je l'aperçoive quelques instants dans un relais de poste, avant même d'arriver à Paris, pour connaître les premiers dommages d'une passion qui a consumé ma vie. Milady, elle, s'est jouée de moi. Alors, du dépit, de l'orgueil blessé, l'agacement de voir un homme qui était un jouet entre ses mains lui échapper. Milady a tenté de salir Constance pour justifier son geste, mais il reste indéfendable. Pourquoi l'a-t-elle tué? J'ai passé, Philippe, 45 ans à enquêter sur cette femme. Je croyais la connaître. J'ignorais tout d'elle. Son parcours est jonché de cadavres et de vies brisées. J'espérais à chaque nouveau témoignage, à chaque découverte, pouvoir distinguer le vrai du faux, comprendre qui d'elle ou de moi était coupable d'un crime innommable. Aujourd'hui encore, malgré ce que j'ai appris et ce qu'elle m'a confié, je ne suis sûre de rien. Saint-Chamas se redresse. Je ne peux, connaissant votre droiture, vous imaginer commettre une injustice. Hélas, j'avais votre âge, Philippe, qui est l'âge des certitudes, quand j'ai depuis longtemps atteint celui des doutes. Je courais le monde comme un jeune chien que ses appétits rendent fou. Tout était combat, tout était conquête. Un émerveillement suivait un autre. Cette inconstance ne me semblait alors qu'une fidélité à moi-même et à la vie qui m'offrait tant d'émois inconnus. Milady vous en voulait-elle de cette légèreté? Elle nourrissait contre moi des griefs plus sérieux. Je l'avais, il est vrai, gravement offensée, et j'avais malgré moi découvert son secret. Je pouvais à tout instant la compromettre. Une simple indiscrétion aurait provoqué sa ruine. Par ignorance, par bêtise, j'avais fait d'elle une ennemie que je ne souhaite à personne, mais elle n'aurait jamais dû prendre Constance pour cible. D'Artagnan se sert à nouveau d'un geste machinal. Philippe n'a rien bu, il arrête la main qui veut le resservir. Comment l'a-t-elle tué? S'enquiert le jeune homme, pris d'un frisson malgré la chaleur qui se dégage du feu. Constance a d'abord été enlevée. Pendant des semaines, je l'ai cherchée comme un fou. Je me suis heurté à des forces obscures, infiniment plus puissantes que moi. Quand je l'ai enfin retrouvée, il était trop tard. Où était-elle? Au couvent des Carmélites de Béthune. Milady était partie quelques minutes avant que je n'y arrive. J'ai eu le temps de prendre Constance dans mes bras, de lui dire mon amour et elle le sien. Notre joie était immense. L'espoir soulevait nos cœurs. Le capitaine des mousquetaires cherche ses mots. Mais à peine avions-nous échangé quelques phrases et un baiser qu'elle a perdu connaissance. Un instant plus tard, Constance était morte. Son âme est passée sur mes lèvres. Je ne serrais plus contre moi que son corps sans vie. « Par quelle diablerie !» s'exclame Saint-Chamas. Un poison fulgurant. Milady avait de cette science une maîtrise effrayante. Elle pouvait, par les plantes, guérir ou exécuter à sa guise. Cette Milady était donc sorcière? Une sorcière qui cachait sous des airs adorables une âme d'une noirceur infinie. Lorsque j'ai compris, glacé, qu'elle était la meurtrière de Constance, je l'ai traquée sans relâche, aidée de mes amis. Nous voulions la punir au nom de Dieu. Y êtes-vous parvenu? Nous étions plusieurs, tous victimes de cette femme, tous sûrs de notre bon droit et persuadés de sa sauvagerie. Elle méritait bien, à vous écouter, d'être jugée. Oui, Philippe, vous avez raison. Jugée, châtiée, certainement. Mais condamnée comme nous l'avons fait, aujourd'hui j'en doute. Milady a su me prendre et me perdre. Elle n'avait que quelques années de plus que moi. J'ai visité le village où, enfant, elle a été recueillie, puis le couvent où elle a grandi avant de le fuir, maîtresse d'un prêtre défroqué, objet de scandale et de honte. J'ai retrouvé sa trace dans le Berry. Elle y a fait le malheur d'Athos et, d'après certains, causé le suicide du prêtre qu'elle avait corrompu.
Ensuite, c'est l'Italie et l'Angleterre, patrie de son second mari, mort dans des circonstances mystérieuses, puis à nouveau la France, à Paris, où elle s'immisce dans les complots les plus sombres auprès du cardinal de Richelieu, qui lui a confié bien des missions et des secrets. C'est là que nous nous sommes connus. Je n'avais pas 20 ans et j'aurais donné ma vie pour une heure avec elle. Vous sembliez très amoureux, observe Saint-Chamas intimidé. Elle m'avait pris tout entier, effaçant d'un regard les autres femmes, même ma tendre Constance que j'aimais déjà. J'ai honte, voyez-vous, Philippe, ajouta d'Artagnan. Milady était belle à se damner. Elle a d'ailleurs été notre malédiction. Pourtant, à la voir, elle semblait la vie même, et gracieuse, piquante, avec ce surcroît de mystère que lui conférait le pouvoir. J'étais un pauvre cadet de Gascogne, un nom parmi 100 autres. Elle était titrée, fortunée. Elle avait l'amitié des puissants, la confiance de Richelieu, et connaissait les dessous d'un jeu politique dont nous n'étions que les cartes mineures. La voir s'intéresser à moi, la sentir se réchauffer à mon endroit, obtenir son attention puis ses faveurs. Et quelle faveur! Jamais je n'ai connu semblable maîtresse, et la résistance qu'elle m'a longtemps opposée avait porté mon désir à un degré presque intolérable. Oh, l'ivresse de notre première nuit! Je l'avais, pourtant, obtenue par des moyens déplorables, mais elle m'a subjuguée. Et l'ivresse de la deuxième, rendue plus douce encore, parce qu'elle me l'accordait plus volontiers. Les suivantes n'étaient pas moins intenses. Nous nous retrouvions dans un hôtel de la place Royale. Elle me recevait dans sa chambre. Il y régnait toujours une obscurité totale. Milady ne voulait pas être vue et je n'ai compris que plus tard les raisons de cette pudeur qui ne s'accordait pas avec les privautés qu'elle exigeait de moi. À peine la porte passée, j'étais enveloppé des senteurs d'ambre et de main-joint qui avaient sa préférence, et je brûlais de goûter celles, envoûtantes, de son corps. Sans un mot, elle me déshabillait. L'absence de lumière rendait nos baisers, nos murmures plus exaltants encore. J'étais comme un aveugle transpercé d'une autre vérité, et aujourd'hui encore, rien qu'à vous en parler, flottent autour de moi ses parfums, les soies de ses robes et de sa personne. Je me méfiais d'elle, de ses manipulations, de ses mensonges, mais je voulais capter son regard, susciter ses rires, la tenir, la couvrir de toute ma personne. Avec elle, j'étais plus homme qu'à cheval lancé au triple galop, quand les balles sifflent autour de vous, sans pouvoir vous atteindre. Avec elle, tout devenait possible. Il suffisait qu'elle faiblisse entre mes bras pour que le monde m'appartienne. Le ciel et l'enfer s'ouvraient en même temps. D'Artagnan revoit ces moments d'intimité, la finesse de sa peau, les demandes qu'elle lui faisait, sa façon de prendre et d'être prise, les moments où sa voix devenait plus rauque. Jamais je n'ai connu une telle passion, avoue Saint-Chamas presque effrayé. Passion ou rage, amour ou sorcellerie, par quel moyen cette femme a-t-elle établi sur moi cette emprise? Je ne saurais le dire. Je n'étais ni le seul, ni le premier. Elle avait beaucoup d'amants? Beaucoup, confirme d'Artagnan. Et des hommes que vous n'imagineriez pas céder à ces manigances. Pensez-vous qu'elle cédait de philtre, de magie noire? Vous m'avez souvent parlé d'Athos. Il n'était pas d'une nature faible. Richelieu encore moins, et sur un homme d'église. Elle ne pouvait user de ses charmes. D'Artagnan a des hommes d'église une vision moins pure que son cadet, mais il ne veut pas lui enlever toutes ses illusions d'un coup. C'est l'une des nombreuses questions que je me pose. Je me suis rendu près de l'île, la région qui l'a vue naître. Elle s'y est vengée des siens dans un bain de sang. J'ai parlé à celles et ceux qui l'avaient connue et déjà détesté ou vénéré. Nul n'a pu rester indifférent. Elle ne suscitait que des sentiments extrêmes. Entre la brûlure et la glace, j'ai voulu poser une esquisse de vérité. J'ai découvert une autre femme, d'autres circonstances, sans jamais vraiment percer son âme à jour. C'est sans doute pour cette raison, Philippe, que je me décide à vous conter notre histoire. Votre esprit est alerte, votre regard neuf. Les compromis et les défaites n'ont pas encore entamé votre jugement, et l'avenir, qui a toujours raison, s'exprime par votre bouche. Vous avez 4 sœurs et autant de cousines. Vous me parlez souvent d'elles. Moi, j'ai grandi, vécu, vieilli dans un monde d'hommes. Ma mère causait peu et ne décidait de rien. Constance est morte trop tôt.
Mon épouse n'a pas su trouver le chemin de mon cœur, ni moi celui du sien. Quant aux autres, les autres, ma foi, ont adouci et éclairé mes jours sans jamais me détourner de mon chemin. Je leur ai fait du mal, peut-être. Je me suis peu intéressée à leurs sentiments, ayant tant cherché à étouffer les miens. Je vous sais différent de moi sur ce point. Je ne connais pas toutes les femmes, capitaine, mais je ne pense pas qu'elles soient si différentes de nous. Vous avez sans doute raison. Milady était à part. Elle n'était ni femme, ni homme. Ou plutôt, elle était les deux. On est entrés ensemble dans le livre par la lecture. Maintenant, je vais vous raconter ce qu'il m'a laissé à moi, une fois la dernière page tournée. Dans ce roman, Adélaïde de Clermont-Tonnerre accomplit un geste littéraire puissant. Elle redonne voix et profondeur à Milady de Winter, personnage longtemps réduit à une figure de manipulation et de cruauté dans l'imaginaire collectif. Ici, Milady devient Anne, une femme traversée par les blessures, les contradictions, les élans et les silences. Une femme qui réclame, enfin, le droit d'exister autrement que dans les marges du récit des hommes. Ce texte est féministe, non par revendication, mais par réappropriation. Il interroge les récits dominants, les fantasmes masculins, les rôles assignés. Il explore ce que signifie être regardé, nommé, utilisé et ce que cela coûte. L'autrice ne cherche pas à corriger Dumas, mais à le prolonger, à glisser dans les interstices de son œuvre pour y faire entendre une voix tue. Le roman mêle habilement la fiction des Trois Mousquetaires à des éléments historiques précis. La prise de Maastricht, la présence de Vauban et de d'Artagnan, sans jamais perdre la lectrice que je suis en chemin. Même sans être spécialiste, on avance avec aisance dans ce récit dense, incarné et traversé par une quête de justice. Je voulais vivre est une invitation à descendre de cheval, à poser l'épée, à écouter. Derrière le costume de Milady, il y a Anne, et son cœur bat encore. J'espère vous avoir convaincu. Maintenant, si vous voulez m'encourager, me soutenir, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, à liker cette vidéo, à la commenter, je vous répondrai. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles lectures.